Société. La PCHQ a publié son bulletin en matière d'habitation. J'en parle avec la vice-présidente au développement stratégique, affaires publiques et innovation, Isabelle Demers. Bonjour Isabelle. Bonjour, M. Gosselin. Vous donnez la note de C aux politiques publiques et c'est une moins bonne note que l'année dernière, ce qui m'attriste quand même un peu. Il me semble que les messages en matière d'habitation sont largement communiqués. C'est pas comme si on n'avait pas la bonne information. Qu'est-ce qui explique, selon vous, le fait qu'on n'agisse pas suffisamment au niveau des gouvernements pour débloquer la question du logement et de l'habitation au Canada? Mais la question du logement, c'est quelque chose qui est très, très, très transversal, qui touche évidemment les municipalités, qui touche le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral. Puis ce qu'on voit, ou en fait, force est de constater qu'en 2025, l'implication directe au niveau de la réglementation, au niveau de mesures très structurantes, ont été à géométrie variable. Une implication très forte, en tout cas des promesses très fortes de la part du gouvernement fédéral. Des actions qui se font dans plusieurs grandes villes et on voit les résultats se faire ressentir avec une augmentation des mises en chantier et des projets. Par contre, des actions qui sont moins présentes cette année pour le gouvernement provincial. C'est ça. Donc, si on décortique cette note de C, Isabelle, on voit bien que vous donnez plutôt une note favorable, j'aurais envie de dire, au gouvernement fédéral, notamment le programme Maison Canada, là, dont on n'a pas encore tout à fait vu l'ampleur, mais qui semble aller effectivement dans une très bonne direction. Et au provincial, plutôt l'inverse, là, on tire peut-être un peu de la patte dans le nombre de mises en chantier au Québec. Comment est-ce qu'on explique justement cette différence entre ces deux parties, ces deux niveaux, ces deux paliers de gouvernement? Le gouvernement fédéral, clairement, a fait de l'habitation un enjeu non seulement électoral, mais de leadership avec des promesses électorales et aussi des contributions, ou en tout cas des gestes clairs au niveau là, du budget fédéral, que ce soit avec Maison Canada, pour lequel on est encore en attente de voir là, comment ça va se déployer. Quelle va être la part du gâteau du Québec là, dans ces milliards de dollars annoncés et quel sera l'impact à court terme. Mais l'intention est là, le geste est là, la structure s'en vient. Donc, on a hâte de voir en 2026 comment ça va se déployer. Mais aussi des gestes qui touchent l'accès à la propriété avec des mesures de remboursement, par exemple de la TPS pour les premiers acheteurs. Ça, c'est quelque chose qui impacte directement les ménages qui se voient à ce moment-là devoir mettre de côté, en tout cas diminuer leur mise de fonds de façon importante pour pouvoir accéder à la propriété. C'est des mesures structurantes qu'on a vues au niveau du gouvernement fédéral. Évidemment, l'équivalent n'est pas là au niveau provincial. En tout cas, pas encore. Pas encore, justement. J'allais vous poser la question parce que c'est quelque chose qui a été évoqué, là, ce remboursement éventuel de la TVQ sur les propriétés neuves pour les premiers acheteurs. Est-ce qu'il y a de l'écoute? On a quand même eu un remaniement ministériel cet automne. Il y a un nouveau visage qui est connu à l'habitation et les affaires municipales. Quel est le son de cloche à Québec pour l'instant? Ben, les discussions, évidemment, se poursuivent du côté de la PCHQ avec le gouvernement qui est en place. Il y a certainement des actions qui vont se faire au niveau des affaires municipales, beaucoup de projets qui sont en lien. Est-ce que pour ce qui touche la TPS, remboursement de la TVQ, en tout cas au Québec, on n'en est pas là. Ça reste une mesure que l'on recommande et que l'on soutient. On espère que dans le budget provincial, il y aura des mesures directes pour aider l'accès à la propriété. Au Québec, on est les derniers de classe au Canada. Oui, ben voilà. Et puis, je voulais quand même qu'on en parle parce que je pense qu'on en a déjà parlé ensemble, Isabelle, oui. en ondes et hors d'ondes, mais je suis toujours un peu dubitatif de ces mesures qui visent à stimuler l'accès sans régler pour autant la question de l'offre, c'est-à-dire de la création, de la production de nouveaux logements. On emmène beaucoup plus de gens à vouloir acheter, on enlève des barrières, on leur donne des remboursements, des CELI-app, toutes sortes de belles choses. Puis, j'ai rien contre aucune de ces mesures singulières, mais de l'autre côté, si on ne fournit pas davantage de propriétés, on fait juste augmenter le prix de celles qui sont déjà là. Comment est-ce que vous anticipez, peut-être à partir de 2026, qu'on retrouve cet équilibre éventuellement?
Mais c'est un très bon point. Puis effectivement, Francis, on en a déjà parlé. Puis il faut agir sur les 3 fronts. C'est-à-dire que c'est pas juste une question d'accélérer les mises en chantier. Il faut augmenter l'offre de toutes sortes, hein, l'offre locative, l'offre d'unifamilial, l'offre de condo, l'offre pour être capable de répondre aux besoins des ménages à toutes sortes de phases de leur vie qui est différente. On n'a pas les mêmes besoins à différents moments. Donc, il faut augmenter l'offre de toute forme. Il faut aussi, parallèlement, aider ou en tout cas faire en sorte que ceux qui décident et qui choisissent ou qui aimeraient devenir propriétaires, parce qu'en ce moment, c'est pas un choix, c'est une fatalité d'être locataire pour bien des ménages, mais ceux qui voudraient pouvoir devenir propriétaires, est-ce qu'on est en mesure de faciliter l'accès? C'est les deux doivent se faire de façon parallèle. Et le 3e élément qui vient soutenir tout ça, il faut préserver le parc immobilier actuel au Québec, qui est le plus vétuste au Canada. Et la propriété ou l'habitation qui est la plus abordable, c'est celle qui est déjà construite, celle où il y a déjà des gens qui vivent dedans. Il faut s'assurer de maintenir ce parc-là. Si on est capable de travailler sur les 3 leviers, ben forcément, la question de l'abordabilité et de l'offre va venir, on va avoir un peu d'oxygène finalement. Isabelle, vous savez, on a une année intéressante en 2026 pour une association comme la vôtre. Ce sera une année électorale au Québec. C'est un gouvernement de proximité important, je pense, en matière de logement et d'habitation. J'imagine qu'une association comme la vôtre fourbit ses armes, peut-être. À ce stade-ci, là, selon vous, quel parti politique a le meilleur discours ou les meilleures intentions en matière d'habitation et de logement? Bonne question. Nous, on travaille avec tous les partis, puis ça, c'est bien connu, autant au provincial, au fédéral. Ce qui est important, c'est que le logement et l'habitation soient au cœur des décisions qui sont prises. Pourquoi? Parce que c'est pas possible de penser qu'il y a un développement économique qui se fait dans une province, dans un pays, sans qu'on soit en mesure de loger les gens. Et puis, la construction est un vecteur économique qui est important. Donc, on travaille évidemment avec tous les partis. Il y a des partis pour lesquels on sait que leur posture est plus favorable sur certaines des mesures que l'on propose et d'autres qui ont une meilleure écoute pour d'autres mesures que nous proposons, parce qu'il n'y a pas une seule solution pour être en mesure de régler et d'agir pour l'habitation. On n'arrivera pas à savoir lesquels, par exemple, évidemment. Pour ça, il va falloir peut-être en parler hors d'onde. Olivier, voulais-tu peut-être... Oui, mais je me demandais, vous avez dit que nos installations sont vétustes. On fait partie de ceux qui ont des installations donc en mauvais état, on peut se le dire, ceux qui en ont le plus au Canada, je pense. C'est ça que vous avez dit. Pourquoi que nous, ici, nos bâtiments ne sont pas entretenus comme il faut? J'adore cette question, Olivier. Le parc immobilier au Québec, ou encore le parc d'habitation, est effectivement le plus vétuste au Canada. La structure du parc immobilier est un peu différente de celle qu'on retrouve ailleurs au Canada, entre autres parce que on a une panoplie de petits propriétaires versus avoir de grands consortiums qui sont des grands propriétaires. Donc ça, c'est un des éléments. On peut penser, par exemple, à des gens que vous connaissez qui sont propriétaires d'un triplex, d'un quadruplex, qui vivent à un étage et qui louent les 2 autres, par exemple. Donc, on a beaucoup de ça au Québec. Pendant longtemps, la rénovation ou le maintien de ces propriétés-là se faisait assez bien avec une augmentation des loyers qui suivait essentiellement les investissements qui étaient nécessaires pour être en mesure de faire le maintien de ce parc-là. Là, ce qu'on peut voir, c'est que cet écart-là est en train de s'agrandir de façon importante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avantage à la rénovation. Puis ça, c'est vrai au Canada aussi, mais il n'y a pas d'avantage à la rénovation parce que la rénovation se fait avec de l'argent imposé pour acheter un bien taxé et qui coûte cher aussi, les matériaux. Qui coûte cher, les matériaux, la main-d'œuvre coûte cher. Quand on rénove dans un contexte où c'est pour la location, à ce moment-là, il faut être en mesure de travailler dans un contexte de l'industrie de la construction avec ce qu'on appelle avec décret. Donc il y a des coûts qui sont importants dans ce contexte-là. Et la capacité de refiler la facture, elle est pas là, et on le sait. Elle est pas là parce que les coûts sont plus importants que la capacité de payer.
Donc, ça crée une situation où l'avantage à la rénovation est peu présente. En plus, ben, il est possible qu'on ait une appréciation de l'immobilier qui va faire qu'on va recevoir une augmentation de notre taxe de notre compte de taxe foncière. Donc, on a aussi une pénalité d'investir et de maintenir ce parc immobilier-là. Pourtant, puis j'ai envie que vous me donniez le temps de parler de ça, pourtant, si on rénovait le parc immobilier au Québec, d'à peu près de 1980 et moins, et si on se promène sur le territoire, là, c'est partout, vous pouvez voir, là, c'est des passoires éco-énergétiques qu'on voit un peu partout. Oui. Si on était en mesure de le rénover, on serait en mesure d'arrêter de gaspiller l'équivalent de 2 barrages La Romaine, la production de 2 barrages La Romaine ou la consommation de 800 000 ménages par année. Donc, on devrait trouver des leviers non seulement pour rénover, ça nous permettrait de maintenir un actif immobilier en meilleures conditions, mais aussi de faire en sorte d'enrichir le Québec à travers un arrêt de gaspillage d'énergie que l'on cherche à avoir de façon importante. On prêche à un convaincu ici, Isabelle Demers, vous le savez. Puis d'ailleurs, demain, j'invite les auditeurs là, qui nous sont fidèles à être à l'écoute. On accueillera Yvan Clich, un spécialiste du domaine de l'énergie, qui va nous parler de certains de ces éléments. Entre-temps, évidemment, je ne peux que déplorer le fait que parfois au Québec, en matière d'habitation, on soit à trop courte vue. On ne veut pas faire la rénovation, sachant que dans 5 ou 10 ou 12 ans, on récupérerait cet investissement, mais on focalise sur vraiment le jour, le mois, l'année. Et parfois, ça fait des décisions sous-optimales. Isabelle Demers, vous êtes vice-présidente du développement stratégique, affaires publiques et innovation à l'APCHQ. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Francis. À bientôt.